Les tensions au Proche-Orient, la guerre contre l'Iran effectuée ou perpétrée par Israël et les États-Unis, d'autres pays sont impliqués. Le Liban a subi des frappes, la Jordanie a subi des frappes et les pays du Golfe subissent des frappes. Pour nous donner plus d'éclaircissements, nous avons le plaisir d'avoir en ligne le docteur Rizk Chaheta, analyste politique. Docteur Rizk Chaheta, bonjour et bienvenue avec nous. Oui, bonjour, merci pour votre invitation. Docteur Chaheta, comment peut-on analyser la situation actuelle? Il y a quand même une mise à jour au quotidien. Alors, à votre avis, quelle est votre lecture, si on peut le dire, du scénario d'aujourd'hui? Tous les jours, il y a du nouveau pour ce conflit interminable et insupportable. Par exemple, il y a des bruits que M. Larijani a été un objectif israélien et qui a donné sa vie également. Il y a des bruits aussi sur le Premier ministre israélien. Donc tous les jours, il y a du nouveau et la situation devient incontrôlable. On sait maintenant que le détroit d'Ormuz est complètement bloqué. Il bloque des milliers de bateaux derrière. On sait aussi que l'Iran, il menace d'utiliser aussi les outils pour contrôler Bab el-Mandab, ce qui sera une deuxième catastrophe pour le monde et puis pour nous, l'Égypte, par rapport au canal de Suez. Donc, c'est désolant ce qui se passe. Je pense que les États-Unis, aujourd'hui, ne savent pas où elle va. Je pense qu'au début de cette guerre, quand ils ont décapité la tête de régime, ils ont espéré que le peuple iranien renverse le régime. Ce n'était pas le cas. Et donc, du coup, ils sont devant une impasse. Bien sûr, s'ils arrivent encore à bloquer Bab el-Mandab, ça veut dire 12% du commerce international et tout ça, ça va affecter le prix du pétrole et ça sera du jamais vu. Donc la situation est très pessimiste et on ne sait pas comment ils vont sortir de cette situation. Effectivement. Dans quelle mesure le Liban encourt un danger? C'est-à-dire il y a eu des frappes à l'encontre du Liban face à Hezbollah. Dans quelle mesure, comment peut-on évaluer la situation du Liban? Une deuxième catastrophe, bien sûr, le Liban qui était un jour, il était la Suisse du Moyen-Orient. Le peuple libanais ne mérite pas du tout ce qui lui est arrivé. Le gouvernement libanais n'arrive pas à contrôler Hezbollah et du coup Israël, elle profite de cette situation encore pour faire une zone tampon au sud du Liban. Et bien sûr, c'est le Liban qui paye l'intervention de plusieurs puissances, que ce soit l'Iran ou que ce soit Israël, ou la Syrie dans son temps également. Donc le Liban, il vit toujours une situation insupportable et le peuple libanais ne mérite pas ça du tout. Donc là encore, d'où aussi ce qui il le demande tout le temps, notre président Fattah el-Sisi, de faire une force arabe, il n'y a pas d'autre solution ou d'autre alternance que de se réunir. C'est l'intérêt du peuple arabe. Si on se réunit tous, on peut assurer la sécurité de tous les pays arabes. Mais ce n'est pas le cas aujourd'hui, malheureusement. À votre avis, est-ce qu'on peut dire que le scénario irakien se répète à l'encontre de l'Iran, mais cette fois avec d'autres étendues et d'autres horizons? En fait, on ne peut pas, par des bombardements, on ne peut pas changer un régime par des bombardements. Pour le faire, il faut être sur terre, il faut des forces terrestres qui sera là. Et ça, ce qui s'est passé dans son temps à l'Irak, bien sûr. Et donc, du coup, bien sûr que M. Trump n'a pas beaucoup de marge de manœuvre. Il essaie de pousser les Kurdes
en espérant pouvoir les réunir, les Kurdes de la Turquie, les Kurdes de l'Irak et les Kurdes de l'Iran, pour qu'ils se réunissent et qu'ils utilisent cette force sur le sol pour, bien sûr, diviser encore un peu plus l'Iran. Mais pour l'instant, ils n'arrivent pas. Et le conflit, il prend une ampleur, je veux dire, on a le sentiment d'avoir une troisième guerre mondiale qui s'approche. La Russie et la Chine, de leur côté, je pense qu'ils aident beaucoup l'Iran sans le montrer. Je pense qu'ils les aident aussi par les satellites à préciser les emplacements des forces adverses, que ce soit pour Israël ou pour les États-Unis. Il y a une nouvelle donne aujourd'hui dans les stratégies mondiales, c'est que les grands bateaux, les porte-avions et tout cela n'a pas l'importance qu'il y avait depuis les années 50. Aujourd'hui, avec un drone qui coûte des milliers d'euros, on arrive à faire beaucoup de mal à des bateaux et des porte-avions qui coûtent des millions et des milliards. Donc la donne stratégique dans le monde est en train de changer également, et ce n'est pas dans l'intérêt des États-Unis d'Amérique. Et c'est ce qui est étonnant qu'un président comme Trump, qui venait, qui nous parlait de la paix, qui devait être le président de paix, et on voit tous les désastres qui est arrivé, les milliers de morts qui ont perdu leur vie, et même la guerre des chefs. On veut tuer des têtes ici, des têtes par là. Et donc, vraiment, le monde n'a pas vécu des situations pareilles depuis longtemps. On savait stopper les choses, mais là, la folie humaine, elle est illimitée. Et à votre avis, quel serait le scénario susceptible de mettre terme à cette guerre? Quand est-ce que cette guerre pourrait s'arrêter? Quelles seraient les conditions? La seule solution qui peut exister, ça viendra des peuples. Le peuple américain doit se redresser contre un dirigeant comme Trump, doit même le juger un jour, parce que ce qu'il a fait, c'est loin de tout ce qui est le droit international. Le peuple israélien, il est en train de faire aussi, il bouge contre Netanyahou, et le peuple iranien aussi, à un moment donné, c'est vrai quand on se dresse contre son pays, l'esprit patriotique fait qu'il reste avec le régime actuel, mais à un moment donné, les régimes qui sont responsables de tout ça doivent payer la facture. L'Iran, c'était un pays très très riche dans le temps. Le niveau de vie maintenant d'un Iranien qui ne mérite pas ça du tout, c'est aussi la politique qui a choisi, la politique de l'aventure qu'elle a choisi l'Iran. Aux États-Unis, le peuple américain va se réveiller avec un prix de baril à $150 et il ne va pas accepter ça. Et je pense que la position de Trump aujourd'hui et la position de Netanyahou sont aussi en danger comme la position du régime iranien. À votre avis, est-ce que Trump a un plan clair ou avait un plan clair avant d'entamer cette guerre ou de participer à cette guerre? M. Trump a été traîné par Netanyahou dans cette guerre. Ils ont parié sur la décapitation du régime le premier jour. Ils ont cru, à tort d'ailleurs, parce que si on lit l'histoire un peu, en 1967, quand l'aviation israélienne a bombardé l'Égypte, le président Gamal Abdel Nasser avait donné sa démission, mais le peuple égyptien est sorti et a obligé le président Gamal Abdel Nasser de rester au pouvoir. De la même façon symétrique, aujourd'hui, le peuple iranien, il a fait exactement la même chose. Donc ça veut dire que ces dirigeants, avec le Mossad, avec la CIA, n'ont pas compris l'équation. Et du coup, ils sont traînés dans une guerre. Le plus grand vainqueur de cette guerre, pour moi, c'est la Russie et la Chine. La Russie qui a donc le champ libre en Ukraine pour continuer sa guerre là-bas, sans pression, sans même... je veux dire, quand on voit M. Trump autorise l'Inde d'acheter du pétrole russe et du gaz russe, ça veut dire que, alors que la Russie elle est sous
sous des sanctions économiques internationales. Je vais dire, la Russie, là, elle est en train de rendre aux États-Unis d'Amérique ce qu'ils l'ont fait auparavant. Donc, je pense que la politique de Trump, c'est une politique qui n'est pas du tout étudiée, qui a cédé au point de vue de M. Netanyahou, à tort également. Et là, je pense, eux aussi, ils vont payer le prix. À un moment donné, ils vont payer le prix. L'histoire, c'est les peuples toujours qui fabriquent l'histoire et pas les dirigeants. Donc, moi, je pense que ça va bouger bientôt parce que ni le peuple israélien va supporter ces bombardements de tous les jours, c'est plus une vie, bien sûr, ni le peuple américain va accepter ce qui se passe, qui ne veut pas mener des guerres à l'extérieur des États-Unis, et ils ont raison. Et je pense que beaucoup de choses vont changer après l'arrêt de ce conflit, certainement quand l'heure sonnera pour rendre compte de chacun et de son comportement dans cette guerre. Vous venez de dire qu'il a été entraîné par Netanyahou, mais quand même, il doit y avoir un intérêt où il avait quand même un objectif ou un intérêt pour son pays. À votre avis, est-ce qu'il a vu un intérêt quelconque dans cette guerre? Je pense que l'intérêt vital, c'était pour Israël et que Trump n'a pas su dire non à M. Netanyahou. Maintenant, quel est l'intérêt des États-Unis après avoir arrêté le président de Venezuela et mettre la main sur le pétrole Venezuela? C'est quoi l'intérêt des États-Unis? Diviser le Moyen-Orient? Moi, je pense qu'il voulait juste se débarrasser du régime iranien qui jure tout le temps, parce qu'en fait, pour Israël, le dernier espoir, après l'accord d'Abraham avec les pays de Golfe, et ils n'avaient qu'un obstacle, c'est l'Iran et le régime iranien qui se réveille et qui dort sur la fin d'Israël. Donc Netanyahou, il avait un seul objectif, c'est en finir avec l'Iran et avec Hezbollah et avec Hamas. D'ailleurs, il a commencé, il a tué Ismail Haniyeh pour Hamas, il a tué M. Nasrallah, Hassan Nasrallah, et puis il a tué également le guide suprême Ali Khamenei, et apparemment son fils aussi il a été touché. Donc, je vais dire par là, en plus, c'est contre les lois internationales. On ne tue pas comme ça un président d'un pays où ce n'est pas possible. Et la guerre, il faut la faire proprement. Il faut la faire comme la Convention de Genève l'a écrit. Donc, tout ce qui se passe là, pour moi, les assassinats, c'est des crimes de guerre, tout simplement, pour tout le monde, et surtout pour M. Netanyahou, qui est déjà recherché par les tribunaux internationaux. À votre avis, est-ce que Netanyahou entreprend ces menaces et ces guerres par conviction, ou est-ce que, c'est-à-dire, à commencer par Gaza et puis à présent l'Iran, est-ce que c'est pour réaliser des objectifs précis qu'il avait en tête, des objectifs stratégiques, ou est-ce que aussi pour ses propres problèmes personnels au niveau du côté légal dans son pays? À mon avis, c'est pour ses propres problèmes personnels, c'est pour échapper au jugement qu'il attend par la Cour suprême en Israël. Et donc, il met ça en compte, bien sûr. Et d'ailleurs, M. Trump a demandé au président d'Israël de le gracier pour en sortir de cette situation qui est très difficile aussi. C'est-à-dire faire une guerre et jouer avec le destin des peuples parce que lui-même, il est menacé par un jugement. Et puis, c'est la même chose pour M. Trump. N'oublions pas le scandale qui a quand même tremblé le monde entier quand ils ont sorti tous l'histoire de l'homme d'affaires américain. Comment il s'appelle déjà, l'affaire... excusez-moi, j'ai oublié son nom. Mais Trump, il est mêlé dedans avec des scandales, avec des pédophilies, avec des choses vraiment... pas dignes d'un président des États-Unis d'Amérique. Donc lui aussi, il a intérêt à attirer l'opinion américaine vers l'extérieur. Le plus facile, c'est par une guerre. Et donc, le code-part personnel de chacun des deux existe et il est là.
que ce soit les scandales qui a peur, qui a éclaboussé Donald Trump d'un côté, ou les jugements qui attendent M. Netanyahu de l'autre. Donc c'est clair qu'il utilise aussi les conflits extérieurs pour défendre leurs affaires personnelles, tous les deux. À votre avis, est-ce qu'ils œuvrent à la décomposition du Proche-Orient? Moi, je pense que c'est l'intérêt de personne. Je vais dire, maintenant, il y a beaucoup de paris sur c'est qui le prochain pays après l'Iran. Est-ce que c'est la Turquie? Est-ce que c'est l'Arabie Saoudite? Est-ce que c'est l'Égypte? Mais moi, je pense personne a la puissance absolue. Et donc, qu'on soit l'armée la plus puissante du monde comme l'armée des États-Unis, on a vu ses limites. Et ça, c'est nouveau d'ailleurs. On avait tous dans l'esprit que c'est l'armée la plus forte du monde qui décide de tout, qui a la puissance absolue. Puis on a découvert que non. Ils ont chacun une marge limitée. Et du coup, c'est une donne importante après ce conflit entre l'Iran et les États-Unis et Israël. Israël, dans le temps avant, personne n'osait toucher un Israélien, ou alors c'était un soldat israélien face à un millier de personnes de Hezbollah ou de Hamas. Maintenant, l'équation a beaucoup changé. Maintenant, Israël, elle devient comme tous les pays du monde. Elle est fragile comme tous les pays du monde et la guerre n'épargne personne. Donc, tous ces dons-là, ça va faire... mais je ne pense pas qu'on va y arriver à attaquer le Moyen-Orient. Je pense quand même, et c'est là l'intérêt de l'Égypte aussi, c'est d'unir ce Moyen-Orient. Docteur Rez Shahata, vous êtes analyste politique. Merci d'avoir été avec nous aujourd'hui. Et donc, nous serons tout près de vous pour faire le point. Merci de nous avoir suivis. Très bonne fin de journée à tous et à la prochaine.